L'espace, l'univers, la quête de l'universel. C'est un sujet qui m'a longtemps fasciné et qui m'a en partie conduit à entreprendre des études en sciences du langage avec cette question à l'esprit. Pourrait-on, un jour, communiquer dans une langue universelle? Laissez-moi vous transporter dans l'univers des langues et de la linguistique. Mais d'abord, qu'entend-on par universel? La première définition qui me vient à l'esprit, la plus absolue, la plus radicale, me dit que ce qui est universel est ce qui s'étend à l'univers entier, ce qui se rapporte à tout être et à toute chose. Une langue véritablement universelle ne devrait donc-elle pas me permettre de communiquer avec n'importe quel être vivant? Et si l'on pouvait communiquer avec les plantes et les champignons? Vous n'êtes pas convaincu? Pourtant, on entend régulièrement parler à travers les médias de communication avec les plantes, par exemple via un réseau de champignons mycorhiziens, comme cela a été proposé par une célèbre étude publiée dans la revue Nature en 1997. Toutefois, ces hypothèses restent aujourd'hui très critiquées par la communauté scientifique qui dénonce à la fois une forme de désinformation et d'anthropomorphisme. La même revue Nature a par ailleurs publié en 2023 une nouvelle étude critique à ce sujet. Le fait est que ce que l'on entend par communication végétale est très différent de ce que l'on entend par communication au quotidien, qui est en général un acte volontaire, produit par un émetteur dans le but de transmettre un message à un récepteur. Ce que l'on appelle la communication entre les plantes serait davantage comparable à ce que l'on nomme communication entre les neurones dans un cerveau, un phénomène biologique qui ne nous concerne à vrai dire pas directement dans la quête de notre langue universelle. Bon, rapprochons-nous d'êtres vivants qui nous ressemblent plus, l'ensemble des animaux dont nous faisons partie. Pourrait-on un jour trouver un moyen de discuter avec notre chat? Après tout, il est déjà possible de télécharger des applications qui nous promettent de traduire le langage félin ou canin. Et même si l'efficacité semble toute relative quand on lit les commentaires des utilisateurs, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de développer une intelligence artificielle qui serait capable de traduire les animaux et d'en tirer par la suite une langue universelle? Pour comprendre la difficulté que cela poserait, revenons à la définition de langue en sciences du langage. Une langue est un système structuré de signes renvoyant à une signification donnée. Par exemple, un mot est un signe, et la grammaire décrit le fonctionnement structuré du système langagier. Pour pouvoir traduire précisément le langage animalier dans une langue, il faudrait que ce dernier ait les mêmes caractéristiques et qu'il puisse permettre, entre autres, de produire une infinité d'énoncés à partir de signes et de règles en nombre limité. Et c'est bien là le problème. Nous n'avons pas encore repéré de système permettant une aussi grande expressivité que les langues humaines parmi les animaux, ce qui les exclut ipso facto de notre quête de langue universelle. Il n'existe pas, à ce jour, de langue connue au sens linguistique du terme chez les non-humains. Malgré tout, imaginons. Imaginons qu'il existe quelque part dans l'univers des êtres vivants ayant développé des facultés langagières comparables aux nôtres. Nous ne savons pas s'ils existent, mais nous l'espérons, et l'humanité a décidé à maintes reprises d'envoyer des messages vers l'espace dans l'espoir qu'ils soient un jour compris par des êtres suffisamment intelligents pour les décoder. Pas moins de 27 messages radio interstellaires ont été envoyés depuis le message d'Arecibo en 1974, et c'est sans compter l'envoi des plaques de Pioneer en 1972 puis en 1973. Tous ces messages ne sont pas à prendre au sérieux, mais certains d'entre eux témoignent d'un réel projet scientifique lié au programme SETI pour la recherche d'intelligence extraterrestre. Penchons-nous de plus près sur le premier d'entre eux, le message gravé sur la plaque de Pioneer, conçu par les astronomes Carl Sagan et Frank Drake. Il a l'avantage de ne pas exiger de technologie particulière pour être recueilli et décodé, contrairement à un message radio ou au disque d'or de Voyager. On peut y voir la représentation d'un homme et d'une femme, des schémas et des nombres écrits au format binaire. Le message emploie ce que l'on appelle des signes iconiques, des signes qui ont la particularité de représenter directement l'objet ou l'idée qu'ils désignent. Ils se distinguent des signes linguistiques qui sont en majorité arbitraires, totalement décorrélés de leur signification, et ne sont pour cette raison pas assimilables à une forme de langue. Un autre problème se présente lorsque l'on s'imagine communiquer avec des formes de vie extraterrestres. Comment s'assurer que le message puisse se transmettre correctement dans l'éventualité où cette forme de vie aurait une différence de taille importante par rapport à nous, ou ne posséderait pas les mêmes sens de l'ouïe ou de la vision? Revenons sur Terre. Après tout, une langue universelle ne devrait-elle pas commencer par inclure tous les êtres humains et être accessible même à celles et ceux qui ne peuvent pas comprendre un message oral? Les sourds ont développé leur propre langue basée sur les gestes et la vision que l'on appelle la langue des signes.
Il existe en réalité plusieurs langues des signes, qui varient en fonction des zones géographiques, comme les langues orales. Il a fallu attendre les années 1960 pour que le linguiste américain William Stauke mette en évidence que les langues des signes partagent les mêmes caractéristiques fonctionnelles que les langues orales, formant à ce titre des langues à part entière. Mais il reste un problème. Une langue universelle ne saurait exclure les aveugles. Il y aurait plus de 10 millions de sourds aveugles dans le monde. Ces personnes emploient diverses méthodes pour communiquer avec leur entourage, méthodes qui se contentent généralement de retranscrire une langue orale, comme le braille tactile, ou d'adapter une langue des signes, comme les méthodes main sur main. On peut voir sur cet extrait d'une de ses plus célèbres interventions que Helen Keller, première personne à obtenir un diplôme universitaire malgré sa condition de surdicécité depuis l'âge de 1 an et demi, a appris à s'exprimer en langue des signes et à oraliser de manière brillante. I guess you have to choose the one you... Cet exemple illustre la difficulté à trouver un moyen de communication unique qui pourrait convenir à toutes les situations et rappelle également la forte dépendance de tout être humain aux langues orales qui présente un avantage indéniable, la capacité de communiquer à distance et dans le noir. La possibilité pour l'être humain de communiquer à distance et dans le noir a sans doute joué un rôle fondamental par le passé et dans son évolution. Nous avons tendance à oublier que l'éclairage électrique ne s'est démocratisé qu'il y a un siècle seulement. La parole a longtemps été vitale lors des longues journées d'hiver, mais plongeons-nous encore dans le passé. Les langues que nous parlons aujourd'hui n'ont pas toujours existé telles que nous les connaissons. L'étude de leur évolution est même centrale dans ce que les linguistes nomment la linguistique diachronique. Oui, les linguistes adorent les noms pompeux. Pourtant, une langue universelle ne devrait-elle pas transcender le temps, nous permettre de nous comprendre à travers les générations, afin de transmettre nos connaissances dans des conditions optimales? Et si, pour trouver la langue universelle, nous devions nous tourner vers la langue originelle? De nombreux mythes racontent comment une telle langue aurait disparu, comme celui de la tour de Babel. Néanmoins, il n'existe aucune preuve réelle quant à son existence passée. Deux hypothèses s'opposent au sujet de l'origine des langues. La première, dont le linguiste américain Merritt Ruelen est l'un des plus forts tenants, est celle de la monogenèse, qui postule l'émergence d'une proto-langue à partir de laquelle toutes les autres se seraient développées. La seconde est l'hypothèse de la polygenèse, qui met en avant que la caractéristique commune aux êtres humains est la faculté du langage, et que différentes langues auraient pu se développer graduellement dans plusieurs groupes humains, en même temps que se seraient développées les capacités cognitives spécifiques au langage, situées dans les aires cérébrales de Broca et de Wernicke. Les langues ne sont en effet pas qu'un produit culturel, elles se fondent aussi sur le processus biologique de l'évolution des fonctions neurobiologiques qui ont rendu possible leur émergence. À ce titre, l'hypothèse de la polygenèse semble plus que vraisemblable et est défendue par les linguistes cognitivistes tels que Steven Pinker. Ok, il semblerait que l'existence d'une langue universelle originelle soit impossible à établir avec certitude, mais quid d'une langue universelle que l'on pourrait inventer et faire perdurer dans le futur, malgré les tendances des langues à voir évoluer leur usage au fil des siècles? Après tout, c'est une question très sérieuse dans le champ du nucléaire, spécialement pour avertir les futures générations de l'emplacement des zones conservant des déchets radioactifs. Le futur étant par définition inconnu, c'est un sujet complexe à aborder. Il fait notamment appel à des notions de sémiologie, la science des signes dont la linguistique est une sous-branche, et se recoupe en bonne partie avec les tentatives de communication avec des vies extraterrestres évoquées plus tôt. On sort alors du domaine purement linguistique pour entrer dans celui de la passégraphie, l'invention de systèmes de notation à visée universelle. Si vous souhaitez approfondir cette problématique de la communication avec le futur, je ne peux que vous recommander la série de vidéos « Préserver et transmettre la mémoire » de la chaîne Déchets radioactifs de l'Andra. Du côté de notre quête de langue universelle, il est maintenant temps d'aborder la troisième partie de notre voyage, celle où l'on rencontrera les créateurs de langues et autres idéolinguistes. Leur idée centrale concernera l'espace international. Une langue universelle devra avant tout être envisagée pour pouvoir être parlée et comprise dans le monde entier. L'une des premières figures à s'être fortement investie dans un projet de langue universelle est le philosophe et mathématicien Gottfried Wilhelm Leibniz. Il imagine dès le XVIIe siècle une langue appelée Characteristica Universalis, basée sur le calcul et la logique. En effet, qu'y a-t-il de plus universel que la logique, qui nous permettrait de nous exprimer avec la plus grande précision? Le concept de langue universelle basé sur la logique se retrouvera d'ailleurs en 1960 avec le projet LINCOS du mathématicien Hans Freudenthal, proposé dans le cadre du programme SETI pour communiquer avec des intelligences extraterrestres. Cependant, le projet le plus abouti est probablement le Lojban,
créé en 1987 par un groupe de passionnés. Le logban s'inspire des principes de la logique des prédicats, une branche des mathématiques développée par le logicien Gottlob Frege, mais elle présente un désavantage important. Elle est réputée difficile à apprendre. Le problème de la difficulté d'une langue est en effet essentiel pour les chercheurs de langue s'aventurant non plus sur le terrain de la langue universelle, perçue comme trop utopique, mais sur celui des langues auxiliaires internationales. La portée politique est alors assumée. On ne se réclame plus du domaine scientifique. La langue auxiliaire internationale serait une langue construite que chacun pourrait apprendre en complément de sa langue maternelle et jouerait le rôle de langue véhiculaire neutre en raison de son absence d'attachement à un pays donné. Une telle langue devrait alors être conçue pour être suffisamment facile à assimiler dans le but qu'un maximum de personnes puissent l'apprendre. Selon Wouter Kösters et Matti Miestamo, la complexité d'une langue peut être estimée en fonction de critères absolus, c'est-à-dire intrinsèques à la langue, et de critères relatifs, c'est-à-dire liés à la langue maternelle de l'apprenant. Les critères absolus recouvrent de nombreuses propriétés linguistiques étudiées par les sciences du langage, telles que la prononciation de la langue, sa grammaire, la diversité de son lexique, son caractère régulier et sans exception, ses particularismes, etc. Les critères relatifs, quant à eux, reposent essentiellement sur le degré de ressemblance de la grammaire et du vocabulaire entre chaque langue, et posent un défi particulièrement grand pour ceux qui souhaitent objectiver au mieux la facilité d'apprentissage d'une langue construite. De nombreux dilemmes se posent aux créateurs de langues. Faut-il inventer un lexique de toutes pièces afin de placer tous les apprenants au même niveau, au risque de rendre la langue plus difficile à apprendre? Ou bien faut-il s'inspirer du vocabulaire de plusieurs langues existantes, au risque d'avantager certains apprenants plus que d'autres dans l'apprentissage? Un très grand nombre de langues construites auxiliaires apparaissent à partir du XIXe siècle où les moyens de transport se développent en même temps que l'esprit cosmopolite et les expositions universelles. La plus mémorable est très certainement l'espéranto, créé en 1887 par le médecin polonais Louis Lazar Zamenhof. L'espéranto a la particularité d'avoir su fédérer un certain enthousiasme depuis sa création, qui continue encore aujourd'hui malgré son absence des véritables enjeux internationaux. Elle est principalement utilisée dans un cadre de rencontre par ses locuteurs, dont tous ne partagent pas le rêve d'en faire une langue internationale. Comme une langue naturelle, elle a évolué au cours du siècle en intégrant de nouveaux mots, en stabilisant son usage et en s'adaptant aux besoins des personnes qui choisissent de l'apprendre. Il faut dire que l'époque moderne a délaissé les projets de langue auxiliaire, et pourtant, la dynamique de création de langues artificielles n'a jamais été aussi forte. C'est Tolkien, passionné de langue, qui initie le mouvement avec la création de langues imaginaires pour son univers fantastique autour du Seigneur des Anneaux. Viendront par la suite de nombreuses autres langues à visée fictionnelle, le Klingon, le Haut-Valyrien, le Na'vi. Mais la quête d'universalité n'est pas pour autant terminée. Quelques linguistes se sont lancés dans la création de langues expérimentales. En 1982, Suzette Haden-Elgin crée le La'adan, une langue construite se voulant féministe. En 2001, Sonia Lang crée le Tokipona, une langue construite minimaliste se limitant volontairement à une liste de 137 mots pour en tester le potentiel expressif. En 1794, l'abbé Grégoire présente son rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française à la Convention nationale de France. Il va sans dire que la quête de la langue universelle n'a pas toujours été l'amie de la diversité et n'a pas toujours été en faveur de la défense du patrimoine linguistique de l'humanité, comme c'est pourtant le cas avec la plupart des projets de langues auxiliaires internationales. L'UNESCO estime que 90% des quelques 7000 langues du monde disparaîtront au cours de ce siècle. Aucune langue construite ne pourra les remplacer, alors faisons en sorte de les sauvegarder. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autour de cette question très particulière de l'universalité de la langue. Il aura été beaucoup trop court à mon goût, mais ils auront permis d'introduire plusieurs notions fondamentales en sciences du langage. Et si vous avez appris des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à écrire un commentaire. C'est la meilleure façon d'aider l'Aztèque à mieux se faire connaître.